quand ma sœur a essayé d'emménager sans savoir que j'avais découvert le prêt de 75 000 $ qu'elle avait falsifié à mon nom. J'ai transféré mon titre de propriété à une fiducie et utilisé mes compétences d'analyste de risque pour piéger légalement ma famille dans ses propres mensonges et les expulser de ma vie pour toujours. Je m'appelle Peyton Turner. Et s'il y a une chose que 36 ans en tant que fille aînée m'ont apprise, c'est qu'un dîner de famille surprise n'est jamais juste un dîner, c'est une embuscade enveloppée dans un rôti de bœuf. Je me tenais dans l'entrée de la maison de mes parents à Franklin, dans le Tennessee, fixant la table de la salle à manger. Elle était dressée pour la royauté. Nous étions une famille de serviettes en papier. Nous étions une famille qui mangeait devant la télévision. Mais ce soir, la belle nappe en lin était sortie. Celle que maman n'utilisait que lorsque le prédicateur venait ou quand quelqu'un mourait. Les lourdes fourchettes en argent étaient polies comme un miroir. Et au centre de la table trônait un vase en cristal rempli d'hortensias frais qui, je le savais, coûtait au moins 40 $ chez le fleuriste du centre-ville. L'air ne sentait pas la nourriture. Il sentait l'effet de levier. Peyton, tu as réussi. Ma mère, Lorraine, a gazouillé depuis la cuisine. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et s'est précipitée pour m'embrasser. Mais l'étreinte était raide. C'était le genre de câlin qu'on donne à quelqu'un juste avant de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Elle s'est reculée et a lissé mes cheveux, ses yeux fuyant par-dessus mon épaule, refusant de croiser mon regard. Va t'asseoir. Ta sœur sert déjà les boissons. Je suis entré dans la salle à manger. Mon père, Wade, était en bout de table, l'air inhabituellement rigide dans une chemise à col. Et là, sur le siège à sa droite, le siège d'honneur, se trouvait ma sœur cadette, Delaney. Delaney avait l'air radieuse. Elle l'avait généralement. Elle avait cette énergie magnétique chaotique qui donnait envie aux gens de lui pardonner avant même qu'elle ne commette une erreur. Elle tenait une bouteille de champagne coûteux. Le bouchon avait déjà sauté, remplissant 4 flûtes en cristal. Elle a levé les yeux vers moi et a souri, un sourire fait de dents et de triomphe. « Et, grande sœur » a-t-elle dit en glissant un verre vers mon siège vide. « Tu arrives juste à temps pour la bonne nouvelle. » Je me suis assise lentement, posant mon sac de travail en cuir sur le sol à côté de moi. Je n'ai pas touché au champagne. « Quelle est l'occasion » ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Wade s'est raclé la gorge. « Mangeons d'abord » a-t-il marmonné en tendant la main vers le plat de rôti de bœuf. « Non, disons-lui maintenant » l'interrompit Delaney, sa voix bouillonnante d'excitation. Elle a frappé dans ses mains. « D'accord, alors tu sais que mon bail se termine à Nashville la semaine prochaine. Et tu sais que j'essaie d'économiser de l'argent pour lancer ma marque de boutique ? » J'ai senti les muscles de ma mâchoire se tendre. Je savais exactement où menait cette route. C'était une route que nous avions parcourue 1000 fois. « Eh bien » a continué Delaney, rayonnant vers nos parents comme si elle cherchait des applaudissements. « Maman, papa et moi avons trouvé la solution parfaite. Puisque tu as cette maison de 3 chambres à Huntsville, et que tu travailles toujours tard de toute façon, je vais emménager avec toi juste pour 6 mois environ, peut-être 1 an. Ce sera amusant, comme une soirée pyjama, mais nous sommes adultes. » Elle l'a dit avec une telle certitude absolue. Elle n'a pas demandé. Elle a annoncé cela aussi nonchalamment que de demander à emprunter un tube de rouge à lèvres. Sauf qu'elle demandait à réquisitionner la moitié de la propriété pour laquelle j'avais passé 8 ans à économiser un acompte. J'ai regardé mes parents. Wade était occupé à scier sa viande, fixant intensément son assiette. Lorraine serrait son verre de vin à 2 mains, ses jointures blanches. « C'est logique, Peyton » a dit ma mère rapidement, sa voix aiguë et essoufflée. « La famille soutient la famille. Delaney a juste besoin d'un coup de pouce. Et tu as tout cet espace supplémentaire puisque tu es célibataire. C'est du gaspillage pour elle de payer un loyer à un étranger alors qu'elle pourrait économiser cet argent. Nous sommes si fiers de toi d'être en mesure d'aider ta sœur, a ajouté Wade, levant enfin les yeux, mais il ne me regardait pas. Il regardait le mur derrière moi. À la famille. Il a levé son verre. Lorraine a levé le sien immédiatement. Delaney a levé le sien, ses yeux pétillants de victoire. Ils attendaient que je me joigne au toast. Ils attendaient que je sourie, que j'acquiesce, que j'accepte mon rôle de fondation silencieuse et solide sur laquelle Delaney pourrait construire ses châteaux en Espagne. Le silence dans la pièce s'étirait, mince et cassant. Je n'ai pas pris mon verre.
Au lieu de cela, je me suis penché vers mon sac. Le cuir a craqué dans la pièce calme. J'ai sorti un épais dossier juridique bleu marine. Il a frappé la table avec un bruit sourd et lourd qui a fait cliqueter l'argenterie. Les sourires ont vacillé. Delaney a baissé légèrement son verre. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est génial que tu aies un plan, Delaney, ai-je dit. Ma voix était calme. C'était la voix que j'utilisais chez Arbor Crest Compliance Solutions quand je devais dire à un PDG que sa brillante stratégie fiscale était en fait une fraude criminelle. Déménager à Huntsville est une décision intelligente. Le coût de la vie est plus bas. Exactement, a dit Delaney, soulagé. Je savais que tu comprendrais. Je peux emménager mes affaires mardi prochain. Cependant, ai-je continué, coupant court à son soulagement comme un scalpel. Si tu veux emménager dans la maison au 404 Maple Drive, tu t'adresses à la mauvaise personne. Delaney a ri. Un son aigu et nerveux. De quoi parles-tu? C'est ta maison. Tu l'as achetée. Nous sommes tous allés à la pendaison de crémaillère. Maman t'a acheté ses rideaux. Je l'ai acheté, ai-je convenu. J'ai ouvert le dossier. Les papiers à l'intérieur étaient nets et blancs. Mais à partir de 9 h ce matin, le titre de propriété a été transféré. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Transféré, a demandé Wade, sa voix baissant d'une octave. Transféré à qui? As-tu vendu la maison sans nous le dire? Je ne l'ai pas vendue, ai-je dit. J'ai restructuré mes actifs. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table en bois poli. Elle s'est arrêtée juste devant le verre de champagne de Delaney. C'était une copie d'un acte de cession, tamponné et notarié, enregistrant le transfert de la propriété de Peyton Turner à une entité privée connue sous le nom de Turner Haven Trust, gérée par un administrateur tiers indépendant. Si tu veux vivre là-bas, ai-je dit en regardant Delaney droit dans les yeux. Tu dois soumettre une demande de location à l'administrateur. J'ai les formulaires ici même. Ils exigent une vérification de crédit, une preuve de revenu égale à 3 fois le loyer du marché et 2 références non familiales. Oh, et la fiducie a une politique stricte sans invité pour les 6 premiers mois. Delaney a fixé le papier. Elle a essayé de lire le jargon juridique, les sourcils froncés. Je ne comprends pas. Tu es la propriétaire. Tu peux juste me laisser entrer. En fait, je ne peux pas, ai-je dit. Je ne suis plus que la bénéficiaire maintenant. L'administrateur a seul le pouvoir discrétionnaire sur l'occupation. Et j'ai parlé à l'administrateur ce matin. Ils sont très stricts sur la responsabilité. Ils n'acceptent pas les locataires avec des antécédents d'emploi instables. Le sourire de Delaney a complètement disparu. Son visage est devenu pâle, puis rouge par plaques. Elle a regardé le papier, puis moi, réalisant que la clé qu'elle pensait avoir volée avait effectivement fondu dans sa main. Ses doigts se sont relâchés. La flûte à champagne en cristal a glissé de sa main. Elle a heurté le bord de la table et s'est brisée. Des éclats de verre ont explosé vers l'extérieur, pleuvant sur la nappe en lin coûteuse. Le champagne a moussé et sifflé, imbibant le tissu, s'étendant comme une tache dorée vers le rôti de bœuf. Personne n'a bougé. Personne ne s'est précipité pour chercher une serviette. La violence du son restait suspendue dans l'air. Wade a frappé du poing sur la table, faisant sursauter les verres restants. Son visage était violet. « Qu'est-ce que tu fais, Peyton » a-t-il rugi. « C'est ta sœur. Tu as créé un fonds fiduciaire juste pour l'empêcher d'avoir une chambre. Tu joues à des jeux avec ta propre famille. » J'ai regardé le désordre sur la table, le verre brisé, le vin gâché, la ruine de leur dîner parfaitement mis en scène. J'ai regardé mon père et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de m'excuser. Je n'ai pas ressenti le besoin de réparer. Je ne joue pas à des jeux, papa, ai-je dit, ma voix stable et froide comme la glace. Et je ne demande pas la permission. J'ai tapoté le dossier avec mon index. Je respecte la loi. Je travaille dans un monde de drapeaux rouges chez Arbor Crest Compliance Solutions. Mon titre officiel est analyste principal des risques, mais mon vrai travail consiste à regarder une pile de papier parfaitement organisée et à trouver le seul mensonge qui fait s'effondrer toute la structure. Je passe 40 à 50 heures par semaine à scanner les grands livres d'entreprise à la recherche d'incohérences, des employés fantômes sur la paie,
des dépenses qui ne collent pas tout à fait. Je suis payé pour être méfiante. Je suis payé pour remarquer quand les chiffres sont trop ronds ou les dates trop pratiques. C'est une profession qui reconfigure votre cerveau. Vous arrêtez de voir la gentillesse comme une vertu et commencez à la voir comme une vulnérabilité potentielle. Pendant 36 ans, j'ai été l'adulte désigné de la famille Turner. Les rôles étaient attribués à la naissance et calcifiés par l'habitude. Delaney était l'artiste, la rêveuse, celle qui avait besoin d'être sauvée. J'étais celle qui sauvait. Quand Delaney oubliait ses devoirs, je les apportais à l'école. Quand Delaney buvait trop lors d'une fête à l'université, c'était moi qui conduisais 2 heures à 3 heures du matin pour la récupérer afin que maman et papa ne le découvrent pas. J'étais le filet de sécurité tissé serré pour qu'elle puisse rebondir sans une égratignure. Et le truc quand on est un filet de sécurité, c'est que personne ne demande jamais si vous êtes fatigué de rattraper les gens. Ils s'attendent juste à ce que vous portiez le poids. Acheter ma maison à Huntsville était censé être mon échappatoire. Il m'a fallu 8 ans d'économies agressives pour obtenir cet acompte. J'ai conduit une berline avec un pot d'échappement bruyant pendant 5 ans de plus que je n'aurais dû. J'ai emballé des déjeuners dans des sacs en papier brun pendant que mes collègues sortaient manger des sushis. J'ai sauté les vacances. Quand j'ai finalement signé les papiers de clôture pour le ranch de 3 chambres sur Maple Drive, j'ai ressenti une sorte d'épuisement qui frisait la sainteté. C'était à moi. L'hypothèque était à mon nom. L'équité était ma sueur. Mais la première fois que mes parents sont venus visiter, debout dans mon salon vide qui sentait la peinture fraîche et les possibilités, ma mère n'a pas dit « Félicitations, Peyton ». Elle a frappé dans ses mains, a tourné sur elle-même et a dit « Oh, regarde ça. Nous avons enfin un endroit assez grand pour Thanksgiving. » Nous. C'était un petit pronom, mais il a atterri comme une pierre lourde. À partir de ce jour, ma maison a été traitée moins comme ma propriété privée et plus comme une annexe familiale. Cela a commencé par les petites demandes, le genre pour lesquelles on a l'air mesquin si on refuse. Delaney avait besoin d'un endroit pour stocker quelques meubles entre 2 appartements, alors mon garage est devenu son unité de stockage. Puis elle a eu besoin d'une adresse stable pour son courrier car elle déménageait tellement. Alors, ma boîte aux lettres a commencé à se remplir de ces magazines de mode et de lettres de préapprobation de cartes de crédit. C'est juste temporaire, disait-elle en affichant ce sourire gagnant. Juste le temps que je m'installe. Temporaire est le mot le plus dangereux de la langue anglaise. Le garage a été le premier domino la semaine dernière, quelques jours avant le dîner. Je suis sorti chercher mes outils de jardinage. J'ai dû écarter un mur de carton pour atteindre le râteau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écriture sur le côté d'une caisse scotchée au marqueur noir épais. On pouvait lire « Delaney manteau hiver chaussures ». Je me suis arrêté. J'ai regardé la boîte suivante. Delaney cuisine fragile. Puis la suivante, Delaney décor chambre principale. Mon sang s'est glacé. Ce n'étaient pas des cartons de stockage. C'étaient des cartons de déménagement et ils avaient été emménagés silencieusement, progressivement, un coffre à la fois pendant que j'étais au travail. Ma sœur n'avait pas simplement décidé d'emménager lors de ce toast au dîner. Elle avait déjà emménagé. Le dîner n'était que la représentation théâtrale pour m'informer de ma nouvelle réalité. C'est à ce moment-là que la tristesse s'est transformée en quelque chose de tranchant et de froid. Je me tenais là dans la lumière tamisée du garage, entouré de la preuve physique du manque de respect de ma famille, et j'ai pensé à mon père. Wade Turner est un homme qui aime faire des discours sur l'autonomie. C'est le genre d'homme qui cite des individualistes robustes et parle de s'en sortir par ses propres moyens. Quand j'avais 16 ans et que je voulais une voiture, il m'a fait asseoir et m'a fait un cours sur la valeur du travail. Il m'a fait travailler un été dans un stand de glace pour payer ma propre assurance. Si tu le veux, tu le gagnes, Peyton, avait-il dit en me regardant dans les yeux. Personne ne va te donner une vie toute faite. Je l'ai cru. Je l'ai intériorisé. J'ai construit ma vie sur cette fondation de granit. Mais avec Delaney, la fondation était en guimauve. Quand Delaney a détruit sa première voiture, papa lui en a acheté une autre parce qu'elle devait aller en cours. Quand elle a quitté son emploi parce que le directeur était toxique, maman lui a envoyé de l'argent pour le loyer pour qu'elle ne stresse pas. Les lois de la gravité qui s'appliquaient à moi ne s'appliquaient tout simplement pas à elle. On attendait de moi que je sois le chêne. Elle avait le droit d'être la vigne qui l'étranglait. Je ne déteste pas ma sœur.
Ce serait plus facile. La haine est propre. La haine vous donne la permission de partir. Ce que je ressens est une fatigue profonde et érodante. Je déteste le système dans lequel nous sommes piégés. Je déteste que ma compétence soit punie et que son incompétence soit subventionnée. Je déteste que pour que Delaney reste une enfant, je sois forcé d'être un parent pour ma propre sœur. Les cartons dans le garage étaient la preuve. Ils ne demandaient pas une faveur. Ils saisissaient un actif. Quand j'ai conduit jusqu'à Franklin pour ce dîner, je savais exactement ce qui allait arriver. Je savais pourquoi la table était dressée avec le bon cristal. Je savais pourquoi tout le monde souriait trop brillamment. Ils ne m'invitaient pas à un repas. Ils m'invitaient à une capitulation. Ils s'attendaient à ce que je fasse ce que je faisais toujours. Soupirer, me plaindre un peu, puis faire de la place. Ils s'attendaient à ce que je déplace mon bureau à domicile dans la chambre d'amis pour que Delaney puisse avoir la suite principale. Ils s'attendaient à ce que j'absorbe ses factures d'épicerie, son bruitard le soir et ses drames. Ils pensaient avoir affaire à Peyton, la fille, celle qui recherchait leur approbation. Mais ils ont oublié que depuis 10 ans, je suis Peyton, l'analyste des risques. Je sais ce qui se passe quand on laisse un passif rester dans les comptes trop longtemps. Il compose. Il grandit jusqu'à ce qu'il mange le capital. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes avant d'entrer, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai regardé le dossier sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient les papiers que j'avais précipités avec Juno, mon avocate, quelques heures seulement après avoir trouvé ces cartons dans mon garage. C'était une option nucléaire. C'était excessif. C'était paranoïaque. Ou du moins, c'est ce qu'une personne normale dirait. Mais une personne normale n'a pas une sœur qui étiquette des cartons, chambre principale, pour une maison qu'elle ne possède pas. J'ai réalisé alors que le dîner n'était pas une célébration de l'unité familiale. C'était une transaction. Ils échangeaient mon autonomie contre leur tranquillité d'esprit. Si Delaney vivait avec moi, maman et papa n'auraient pas à s'inquiéter de son loyer. Ils n'auraient pas à l'écouter pleurer à propos de mauvais colocataires. Ils pourraient dormir sur leurs 2 oreilles à Franklin, sachant que le fardeau avait été transféré avec succès à Huntsville. J'ai remonté l'allée jusqu'à la maison de mes parents, le dossier coincé sous mon bras. J'avais fini d'être le filet de sécurité. S'ils voulaient tester la gravité, ils allaient devoir regarder la chute. Ma mère, Lorraine, a été la première à se remettre du choc du verre brisé. Elle n'a pas cherché une serviette pour nettoyer le champagne imbibant sa napérité. Au lieu de cela, elle a porté la main à sa propre poitrine, serrant ses perles dans un geste si répété qu'il semblait théâtral. Elle m'a regardé non pas avec colère, mais avec une inquiétude terrifiante et pitoyable. C'était un regard que je connaissais bien. C'était le regard qu'elle utilisait pour démanteler mes émotions validant les recadrant comme une instabilité mentale. « Peyton, chérie », a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure dur. « Est-ce que tu te sens bien ? Tu as l'air maniaque. » J'ai cligné des yeux. « Maniaque ? » ?»« Oui, maniaque », a-t-elle insisté en se penchant en avant. « Ce n'est pas un comportement rationnel. Transférer des titres de propriété, embaucher des administrateurs, cacher des actifs à ta propre chair et ton propre sang. Cela ressemble à de la paranoïa. Peyton, as-tu dormi ? Prends-tu tes vitamines ? Tu sais comment tu deviens quand tu travailles trop dur ? J'ai failli rire. C'était brillant. Vraiment, en 30 secondes, elle avait pris ma défense juridique calculée et l'avait transformée en épisode médical. Si j'étais folle, alors mes décisions n'avaient pas d'importance. Si je faisais une dépression, il pouvait ignorer l'acte et prendre le relais de toute façon, pour mon propre bien. Je suis parfaitement lucide, mère, ai-je dit, gardant mes mains jointes sur la table pour montrer qu'elles ne tremblaient pas. En fait, je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Je n'ai pas pris cette décision du jour au lendemain. J'ai passé 3 semaines à rédiger la structure de la fiducie avec un avocat spécialisé en succession certifié. 3 semaines, a grondé Wade. Il avait cessé de regarder le mur et me foudroyait maintenant du regard avec le poids lourd et déçu d'un père dont l'autorité venait d'être contestée. Tu as agi dans notre dos pendant 3 semaines. Je n'ai pas agi dans votre dos, l'ai-je corrigé. J'ai géré mes affaires, ce que vous m'avez appris à faire. Ne me cite pas mes propres paroles, a-t-il claqué.
Il a pointé un doigt épais vers moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons aidé avec cet acompte. Vous m'avez donné $500 pour les frais de clôture, ai-je dit. La maison a coûté $240 000. J'ai payé l'inspection, l'évaluation, l'hypothèque et les réparations. Vous m'avez acheté un four grille-pain. Ce n'est pas une question de montant, a crié Wade en frappant à nouveau sa main sur la table. C'est le principe. Nous étions là pour toi. Nous t'avons soutenu. Et maintenant, quand ta sœur a besoin d'une simple faveur, tu sors un contrat. Tu traites ta famille comme une transaction bancaire. Parce que vous me traitez comme une banque, ai-je riposté. Delaney, qui fixait la flaque de champagne, a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient humides, bordés de rouge. Elle avait glissé sans heurts dans le rôle qu'elle jouait le mieux. La victime d'un monde cruel et insensible. Tu me détestes, a-t-elle chuchoté. Sa voix tremblait. Tu me détestes tellement que tu vendrais littéralement ta propre maison juste pour t'assurer que je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas vendu la maison, Delaney, ai-je dit, sentant l'épuisement s'installer dans mes os. J'ai protégé l'actif. Tu me jettes à la rue, a-t-elle gémi, une seule larme traçant parfaitement sa joue. J'ai dit à mon propriétaire que je partais. Je n'ai nulle part où aller la semaine prochaine. Comment peux-tu être si égoïste? Tu as 3 chambres vides. Le mot « égoïste » est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. C'était leur arme préférée. Si je gardais ce que je gagnais, j'étais égoïste. Si Delaney prenait ce qu'elle ne gagnait pas, elle était en difficulté. J'ai regardé ma sœur. J'ai regardé la façon dont elle regardait déjà maman pour du réconfort. La façon dont maman tendait déjà la main pour caresser ses cheveux. Ils étaient une boucle fermée de dysfonctionnement. Et j'étais la batterie externe sur laquelle ils se branchaient chaque fois que l'énergie baissait. Tu n'es pas sans abri, Delaney, ai-je dit calmement. Tu as un travail. Tu as une voiture. Tu as des amis. Tu as 32 ans. Tu n'es pas une réfugiée. Tu n'as juste plus le privilège de prendre ma maison gratuitement. Privilège, a haleté Lorraine. Comment oses-tu utiliser ce mot contre ta sœur? Elle a eu une année difficile. Sa marque commence tout juste à décoller. Sa marque est un vlog de tricot avec 40 abonnés, ai-je dit. Et c'est très bien, mais ça ne paie pas une hypothèque. La table a explosé. Wade criait à l'ingratitude. Lorraine pleurait sur la façon dont elle avait échoué en tant que mère à élever 2 filles qui s'aimaient. Delaney sanglotait dans sa serviette. Ils étaient bruyants, chaotiques et unis. Ils se liaient autour du récit partagé que j'étais la méchante. Il était plus facile pour eux de croire que j'étais un monstre que d'admettre qu'ils étaient des parasites. Je les regardais avec un étrange détachement. C'était comme regarder une vidéo de conformité au travail sur le harcèlement. Je pouvais repérer chaque tactique, diversion, culpabilisation, chantage émotionnel. Et puis une voix a traversé le bruit. Elle venait de l'autre bout de la table. Tante Moira. Moira était la sœur de mon père. Elle parlait rarement. Elle mangeait généralement son dîner, buvait son vin et rentrait chez elle retrouver ses chats. Elle était l'observatrice. Je te l'avais dit, a dit Moira. Sa voix était éraillée, mais elle portait. La pièce est devenue silencieuse. Wade a cessé de crier. Lorraine s'est figée au milieu d'un sanglot. Moira a pris une gorgée de son vin et m'a regardé, puis a regardé Wade. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de déplacer le cadre de lit pendant qu'elle était au bureau. L'air a quitté la pièce. J'ai regardé Moira, puis j'ai lentement tourné la tête pour regarder mon père. Le cadre de lit, ai-je demandé. Ma voix était très douce. Moira a haussé les épaules, inconsciente de la grenade dont elle venait de tirer la goupille. Celui ancien. De la chambre d'amis. Wade et Delaney l'ont emmené là-bas mardi, a-t-elle dit. Peyton pourrait remarquer si ses meubles manquent, mais ils ont dit, tu ne vas jamais dans la chambre d'amis de toute façon. J'ai senti une froideur se répandre dans ma poitrine qui était absolue. J'avais vu les cartons dans le garage. Je savais qu'ils prévoyaient d'emménager des choses, mais je ne savais pas qu'ils avaient déjà commencé à déménager des choses. Ils étaient entrés dans ma maison. Mon père avait utilisé la clé de rechange que je lui avais donnée pour les urgences, pour les incendies ou les inondations,
pour laisser entrer de l'année afin qu'elle puisse réorganiser mes meubles selon ses goûts avant même de demander officiellement à emménager. Ils n'avaient pas seulement supposé que je dirais oui. Ils avaient contourné la question entièrement. Ils avaient effacé mon consentement de l'équation. J'ai regardé Wade. Il a pris une teinte de gris que je n'avais jamais vue auparavant. Il a baissé les yeux sur son assiette. « Vous êtes entré dans ma maison », ai-je dit. Ce n'était pas une question. Nous étions juste en train de préparer, a bégayé Lorraine, le visage pâle. Faire de la place, t'aider à organiser. Vous avez volé mes meubles, ai-je dit. Nous les avons déplacés au grenier, a crié Delaney défensivement. Je voulais mettre mon bureau là. J'ai besoin de lumière naturelle pour ma création de contenu. Je me suis levé, ma chaise a raclé le parquet. Un son dur et final. Assieds-toi, Peyton, a ordonné Wade, mais sa voix manquait de son tonnerre habituel. Il avait l'air effrayé. Non, ai-je dit. J'ai ramassé mon sac à main. J'ai laissé le dossier sur la table juste à côté de la flaque de champagne renversée et du verre brisé. Cela ressemblait à une pierre tombale marquant la mort de mon rôle de fille dévouée. Le dossier contient les coordonnées de l'administrateur, ai-je dit en regardant le sommet de leur tête, car aucun d'eux ne pouvait me regarder dans les yeux. Et il contient une ordonnance de cesser et de s'abstenir concernant l'utilisation non autorisée de ma propriété. Si vous entrez à nouveau dans cette maison sans la permission écrite de l'administrateur, cela sera traité comme une violation de propriété. Tu ferais arrêter ton propre père ? A chuchoté Wade, horrifié. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu un homme qui m'avait appris que les actions ont des conséquences, mais qui n'avait jamais pensé qu'il serait celui à y faire face. Ce n'est plus moi qui décide, papa, ai-je dit. La fiducie décide, et la fiducie n'a pas de père. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, le silence était lourd et étouffant. Peyton, attends, a appelé Lorraine, le désespoir revenant dans son ton. Nous pouvons en parler. Nous sommes une famille. Je me suis arrêté au seuil. Je n'ai pas regardé en arrière. Si vous voulez la guerre, ai-je dit, ma voix stable et claire. Je ne joue qu'avec du papier. Je suis sorti dans la nuit fraîche du Tennessee, laissant la chaleur de la maison derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti leur poids sur mes épaules. Je ne sentais que l'air frais et vif d'une vie qui était enfin légalement la mienne. Les retombées ont commencé à 7 heures du matin avant même que j'aie versé mon café. Mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, a commencé à vibrer avec une persistance qui semblait agressive. L'identification de l'appelant clignotait, tante Brenda, Birmingham. Je l'ai fixé. Brenda ne m'avait pas appelé depuis Noël il y a 2 ans. Et pourtant, elle était là, bon pied bon œil un mercredi matin. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, ma cousine de Chattanooga a appelé. Puis une cousine au 2e degré que je connaissais à peine. Le réseau de potins familial était plus rapide que la fibre optique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je connaissais le scénario. Ils avaient entendu une version de l'histoire où j'étais la méchante, la sœur au cœur froid qui agitait un document légal au visage d'une fille sans abri en sanglots. J'ai ouvert les réseaux sociaux contre mon meilleur jugement. Et c'était là. Delaney avait posté une photo d'elle-même l'air triste, regardant par une fenêtre pluvieuse. La légende disait, c'est drôle comme la famille ne vous aime que quand vous êtes utile. J'apprends à la dure que le sang n'est pas toujours plus épais qu'un titre de propriété. En dessous, ma mère, Lorraine, avait commenté avec 3 émojis cœur brisé et une main en prière. C'était un saut d'approbation numérique. Cela légitimait le mensonge. Je suis allé au travail. J'avais besoin de la stérilité du bureau, du confort froid des feuilles de calcul. Mais même Arbor Crest n'était pas sûr. Au déjeuner, l'atmosphère semblait étrange. Une collègue des RH, une femme nommée Karen, qui aimait dispenser des conseils de vie non sollicités, m'a coincé près de la machine à café. « Tu as l'air fatigué, Peyton », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de douceur artificielle. « J'ai vu le poste de ta sœur. Est-ce que tout va bien ? C'est une affaire privée, ai-je dit en attrapant un agitateur. Eh bien, a-t-elle continué, ignorant ma limite. Ma sœur et moi nous sommes battus pendant des années, mais tu sais, à la fin de la journée, tu dois juste être la plus grande personne. Tu as tellement,
et elle a l'air d'être en difficulté. Peut-être laisse-la juste rester quelques semaines pour la paix. Être la plus grande personne. C'était la phrase qui maintenait le cycle en vie. Être la plus grande personne signifiait simplement rester immobile pendant que quelqu'un d'autre prenait des morceaux de plus en plus petits de vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je n'ai pas discuté avec Karen. Je ne me suis pas défendu. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assise et j'ai ouvert un nouveau dossier numérique sur mon disque sécurisé. Je l'ai nommé « Affaire Turner ». J'ai fait des captures d'écran du post de Delaney. J'ai fait une capture d'écran du commentaire de maman. J'ai téléchargé les messages vocaux de ma tante et de mes cousines sans les écouter, les enregistrant comme fichiers audio. J'ai enregistré chaque interaction, chaque horodatage. S'il voulait peindre un récit, je construirais un ensemble de données. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison semblait différente. C'était calme, mais c'était le silence d'un souffle retenu. J'ai vérifié le courrier. Parmi les prospectus habituels et les factures, il y avait une enveloppe blanche simple. L'adresse de retour était celle d'un établissement de crédit que je ne reconnaissais pas, Apex Mortgage Solutions. J'ai froncé les sourcils. Mon hypothèque était auprès d'une grande banque nationale. Je n'avais jamais entendu parler d'Apex. Je l'ai déchiré. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Confirmation de demande d'évaluation. Elle indiquait qu'un évaluateur devait visiter ma propriété le vendredi suivant entre 8 h du matin et midi pour évaluer la valeur marchande actuelle en relation avec une demande en cours. Je me suis figé. Je me tenais là dans mon allée, le papier tremblant dans ma main. Je n'avais pas demandé d'évaluation. Je ne refinançais pas. Je ne vendais pas. Un frisson froid m'a parcouru l'échine, plus tranchant que le vent du soir. Ce n'était pas à propos d'une chambre. Ce n'était pas à propos de Delaney ayant besoin d'un endroit où dormir parce que son bail était terminé. On ne fait pas évaluer une maison juste pour laisser sa sœur dormir dans la chambre d'amis. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement composé le numéro de Juno Mérite. Juno était ma colocataire à l'université avant de devenir un requin en droit immobilier. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Dis-moi que tu appelles pour dire que tu as changé les serrures », a dit Juno. « Pire, ai-je dit. Je viens de recevoir une lettre d'un prêteur appelé Apex. Quelqu'un a programmé une évaluation de ma maison pour ce vendredi. » La ligne est devenue silencieuse un instant. Je pouvais entendre Juno taper furieusement en arrière-plan. « Apex est un prêteur à risque », a dit Juno, sa voix passant d'amie à avocate. Il se spécialise dans les prêts sur valeur domiciliaire à haut risque. Peyton, écoute-moi très attentivement. As-tu signé quelque chose? N'importe quoi. Une carte d'anniversaire qui avait l'air bizarre? Un formulaire que maman t'a donné? Non, ai-je dit. Rien. D'accord, a dit Juno. J'ai besoin que tu réfléchisses. Qui dans ta famille connaît ton numéro de sécurité sociale? La question m'a frappé comme un coup physique. Mon père, ai-je chuchoté. Il a fait mes impôts jusqu'à mes 25 ans. Il a toutes mes anciennes déclarations dans son classeur. Et ta mère? Elle sait où est la clé du classeur. Et Delaney? Delaney utilise toujours le mot de passe Netflix de papa, ai-je dit, me sentant malade. Si c'est écrit dans cette maison, elle peut le trouver. J'ai regardé la lettre dans ma main. J'ai regardé la date. La demande avait été initiée il y a 2 semaines, exactement quand Delaney avait commencé à déplacer des cartons dans mon garage. Ça colle, ai-je dit, ma voix creuse. Ils ne faisaient pas que l'emménager. Ils avaient besoin qu'elle soit ici vendredi. Pourquoi vendredi? A demandé Juno. Parce que je suis au travail le vendredi, ai-je dit. Delaney ne travaille pas le matin. Elle serait ici. Elle serait celle qui ouvrirait la porte à l'évaluateur. Et si elle vit là, a terminé Juno. Elle peut prétendre avoir l'autorisation de permettre l'entrée. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de mon salon. Ce n'était plus un sanctuaire. C'était une scène de crime en attente. Le dîner, le champagne, la culpabilisation. Tout cela n'était qu'une distraction. Ils n'essayaient pas de voler mon espace. Ils essayaient de voler mon capital. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai pris un jour de congé personnel. Mais je ne me suis pas reposé.
Je me suis assise à ma table à manger avec Juno sur haut-parleur et mon ordinateur portable ouvert sur un service de surveillance de crédit. Trouvé, a dit Juno, sa voix sombre. Il y a eu une enquête approfondie sur ton dossier de crédit il y a 10 jours. C'était d'Apex Mortgage. Je regarde ça maintenant. J'ai dit que je ressentais un calme étrange et détaché. C'était le même sentiment que j'avais quand je trouvais une divergence d'1 million de dollars dans le grand livre d'un client. L'émotion a disparu, remplacée par le besoin de résoudre le puzzle. Il y a une demande en attente pour une marge de crédit sur valeur domiciliaire. 75 000 dollars. 75 000 dollars. C'était presque la moitié du capital que j'avais accumulé. Il y a mieux, a dit Juno. Ou pire. Regarde les coordonnées sur la demande. J'ai fait défiler vers le bas. Mon nom était là. Mon numéro de sécu était là, mais le numéro de téléphone indiqué n'était pas le mien. C'était un numéro jetable, probablement un portable prépayé. Et l'adresse email. J'ai fixé l'écran, peytonturnerofficial@gmail.com. Je n'ai pas cette adresse email, ai-je dit. Je sais, a dit Juno. J'ai fait une trace dessus. Elle a été créée il y a 3 semaines. L'email de récupération lié, delanedesign@yahoo.com. C'était là. L'arme du crime. C'était maladroit. C'était stupide, mais c'était de la fraude. Ils allaient prendre une ligne de crédit à mon nom, ai-je dit, reconstituant le tout. Delaney emménage. Elle rencontre l'évaluateur. Le prêt est approuvé parce que ma cote de crédit est de 8 cents. L'argent est déposé sur un compte conjoint qu'ils ont probablement ouvert en utilisant mes anciennes informations où ils falsifient un chèque. Et quand la facture arrive, a demandé Juno, ils interceptent le courrier. J'ai dit, Delaney vérifie la boîte aux lettres. Je ne vois jamais les relevés jusqu'à ce que l'argent ait disparu et que la banque commence à appeler. Je me souviens de la faveur de Delaney il y a 1 mois. Puis-je utiliser ton adresse pour mon courrier? Mon propriétaire est bizarre avec les colis. Il n'a jamais été question de colis. Il s'agissait d'établir une trace écrite. Il s'agissait de s'assurer que lorsque le prêteur vérifiait, le nom de Delaney était associé à l'adresse de la propriété. J'ai ressenti une vague de nausée, mais je l'ai repoussée. Je ne pouvais pas me permettre d'être malade. Je vais appeler la police, ai-je dit. Pas encore, a conseillé Juno. Si tu appelles la police maintenant, tes parents diront que c'était un malentendu. Ils diront qu'ils essayaient juste de t'aider à gérer tes finances ou qu'ils avaient une permission verbale. Sans aveu enregistré ou transaction terminée, c'est compliqué. Ça devient une dispute familiale. Alors qu'est-ce que je fais? Nous devons suivre l'argent. Juno a dit, pourquoi ont-ils besoin de 75 000 dollars maintenant? Delaney est fauchée, mais elle n'est pas fauchée à ce point-là. C'est une dette distincte. C'est une dette du genre je dois de l'argent à des gens dangereux ou je couvre une perte massive. J'ai pensé à mon ami Rowan Pike. Rowan était un jury comptable qui travaillait habituellement sur des affaires de détournement de fonds d'entreprise, mais il me devait une faveur. Je vais voir Rowan, ai-je dit. J'ai rencontré Rowan dans un café 1 heure plus tard. J'ai apporté tout ce que j'avais. Des années de notes mentales sur les prêts familiaux, les quelques virements bancaires que je pouvais suivre où j'avais envoyé de l'argent à maman qui disparaissait mystérieusement. Rowan écoutait, le visage impassible. Il tapait sur sa tablette. Peyton, a-t-il dit après 20 minutes, j'ai fait une recherche rapide dans les registres publics pour ta sœur et tes parents. Ton père a réhypothéqué sa maison à Franklin il y a 2 ans. Le savais-tu? Non, ai-je dit. Il a dit que la maison était payée. Elle l'était, a dit Rowan. Puis il a sorti 100 000 dollars. Et en regardant les dossiers judiciaires, Delaney a été cité dans un procès civil à peu près au même moment, une entreprise commerciale ratée, une boutique éphémère qui n'a jamais vu le jour. Elle a été poursuivie pour rupture de contrat et inventaire impayé. Ils ont payé, ai-je réalisé. C'est là que l'argent de la retraite est passé. Et maintenant ils sont à sec, a dit Rowan. Le crédit de ton père est ruiné. Ta mère n'a aucun revenu. Delaney a un jugement contre elle qui accumule probablement encore des intérêts ou elle a de nouvelles dettes que nous ne pouvons pas encore voir. Tu es la seule avec un bilan propre. Il a tourné la tablette vers moi. Il avait dessiné un diagramme.
Il montrait l'argent coulant de mes parents vers Delaney, les drainant à sec. Et maintenant, il y avait une flèche pointant de moi vers eux. Ce n'est pas une famille qui se soutient, a dit Rowan, sa voix clinique. C'est une chaîne de Ponzi. Ils utilisent de nouveaux capitaux pour payer de vieilles mauvaises décisions. Ils ont épuisé leur propre capital. Maintenant, ils viennent pour le tien. J'ai fixé le diagramme. J'ai pensé au dîner, au toast. La famille est un système de soutien. Si je l'avais laissé emménager, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Ça ne se serait pas arrêté à la chambre. Non, a dit Rowan. Si elle est dans la maison, elle a accès à tes documents physiques, ton passeport, tes jetons bancaires. Si tu la laisses entrer, dans 6 mois, tu ne serais pas seulement propriétaire. Tu serais co-signataire d'une faillite. Je me suis adossé à la chaise. La colère qui brûlait en moi depuis le dîner s'est refroidie en quelque chose de dur et de lourd, comme du plomb. Ils ne veulent pas de relation, ai-je dit. Ils veulent un hôte. Rowan a hoché la tête. Alors, quel est le plan? J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé la série d'appels manqués de mon père. Le plan, ai-je dit, c'est que j'arrête d'être la fille et que je commence à être l'analyste. J'ai envoyé un texto à Juno. Rédige l'affidavit et obtiens l'enregistrement du prêteur si tu peux. J'ai fini de jouer la défense. La plupart des gens pensent que perdre une maison est une tragédie. Ils imaginent des panneaux de saisie, des banques saisissant les clés et des vis emballées dans des cartons sur le trottoir. Mais dans mon cas, perdre la maison, ou plutôt perdre le titre légal de celle-ci, a été le mouvement stratégique le plus brillant de ma vie. C'était un braquage inversé. Je n'ai pas volé l'argent. J'ai volé la cible. Le Turner Haven Trust n'était pas seulement un bout de papier. C'était une forteresse. Assise dans le bureau de Juno le lendemain matin après avoir découvert la tentative de fraude hypothécaire d'Apex, j'ai regardé pendant qu'elle finalisait les couches secondaires de protection. Nous avions déjà transféré l'acte avant le dîner, un mouvement né de ma suspicion concernant les cartons dans le garage. Mais maintenant, connaissant la demande de près de 75 000 $, nous devions aller plus loin. Nous devions rendre la maison radioactive pour tout le monde sauf moi. Je me nomme administrateur indépendant avec un pouvoir de veto absolu, a dit Juno, ses doigts volant sur son clavier. Cela signifie que même si tu voulais signer un document de prêt sous la contrainte, disons parce que ta mère pleure dans ta cuisine, tu ne pourrais pas. Ma signature est requise pour tout privilège, tout prêt, tout transfert, et je suis très doué pour dire non. Rends-le plus serré, ai-je dit. Je fixais le mur en pensant à la vérification de crédit non autorisé. Je veux une alerte de fraude immobilière déposée auprès du comté. Fait. Juno a dit, nous déposerons une demande d'avis d'enregistrement non autorisé auprès du registre des actes du comté de Madison. Si quelqu'un essaie de déposer une hypothèque, un acte ou un privilège contre cette adresse, je reçois un email dans les 24 heures. Et puisque le titre est dans la fiducie, tout document signé par Peyton Turner sera automatiquement signalé comme invalide car Peyton Turner ne possède plus la propriété. C'était un piège bureaucratique magnifique. Si de l'année où mon père essayait de falsifier ma signature à nouveau, il ne serait pas seulement rejeté par un algorithme bancaire. Il marcherait droit vers une accusation de crime au niveau du comté. J'ai passé les 3 heures suivantes à rédiger des lettres. Ce n'étaient pas des emails familiaux polis. C'étaient des avis juridiques formels envoyés par courrier recommandé à Apex Mortgage et aux 3 principaux bureaux de crédit. J'ai déclaré clairement que je n'avais pas demandé de ligne de crédit sur valeur domiciliaire, que l'adresse email utilisée sur la demande était frauduleuse et que toute autre tentative d'obtenir un financement contre la propriété au 404 Maple Drive ferait l'objet d'une action en justice immédiate. Pour vol d'identité. Je n'ai pas mis mes parents en copie de ces lettres. Je n'ai pas envoyé de texto à Delaney pour l'avertir. Il y a encore une chose, a dit Juno. Elle a arrêté de taper. Elle a hésité, ce qui ne lui ressemblait pas. Juno était une femme qui portait des talons aiguilles au tribunal. Elle n'hésitait pas. Quand je creusais la demande Apex, j'ai contacté un contact que j'ai dans leur département de souscription juste pour signaler le dossier comme suspect. Il m'a envoyé quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Apex enregistre tous ses appels d'admission pour l'assurance qualité, a dit Juno. Elle a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi. Il y avait une icône de fichier audio sur le bureau.
Cet appel est arrivé il y a 3 semaines. C'était la demande initiale pour ouvrir le dossier. Mon estomac s'est retourné. Joue-le. Juno a cliqué sur la souris. L'audio était granuleux, mais la voix était indubitable. Elle était légère, essoufflée et charmante. C'était la voix que Delaney utilisait quand elle voulait une boisson gratuite ou une réduction sur une robe. Bonjour, oui, j'appelle à propos de la ligne de crédit, a dit la voix. Je m'appelle Peyton Turner. Je suis la propriétaire. Entendre mon nom sortir de la bouche de ma sœur a envoyé une onde de choc dans mon système nerveux. C'était un vol d'identité, pur et simple. Mais c'est la partie suivante qui m'a brisé. L'agent de prêt sur l'enregistrement a demandé « Et quel est le but principal du prêt, Madame Turner ?» Il y a eu une pause, un petit rire. Puis Delaney a repris la parole. « Oh, juste quelques améliorations à la maison. Honnêtement, j'essaie juste de sortir l'argent avant de faire quelques changements sur Kivilla. Je me dis que si je sécurise l'argent maintenant, je pourrai gérer le drame familial plus tard. Une fois que je suis dans la maison, c'est plus facile de demander pardon que la permission, non ? J'ai fixé l'icône qui tournait sur l'écran. Une fois que je suis dans la maison. Le dîner, le champagne, l'annonce de l'emménagement. Ce n'avait jamais été une question de lien fraternel. Ce n'avait jamais été une question de bail terminé. L'emménagement était une nécessité tactique. Elle avait besoin d'un accès physique à la propriété pour faciliter l'évaluation, signer les papiers de clôture, intercepter le courrier. La maison n'était qu'une garantie pour les 75 000 $ dont elle avait besoin pour payer ses dettes secrètes. Elle allait utiliser mon avenir pour payer son passé. Elle s'est fait passer pour toi, a dit Juno doucement. C'est un crime, Peyton. Nous pouvons déposer un rapport de police dès maintenant. Nous avons les preuves. J'ai regardé l'écran. J'ai pensé à Wade et Lorraine. J'ai pensé à la façon dont ils l'avaient couverte. Comment ils avaient fourni le numéro de sécurité sociale. Comment ils avaient dressé la table pour ce dîner en sachant exactement ce qui se passait. Ils n'étaient pas seulement des facilitateurs. Ils étaient complices. Non, ai-je dit. Pas encore. Pourquoi, a demandé Juno, la frustration filtrant dans sa voix. De quoi as-tu besoin de plus? Je n'ai pas besoin de plus de preuves. J'ai dit, j'ai besoin d'un dossier complet. Si je vais à la police maintenant, maman dira que Delaney était confuse. Papa dira que j'ai donné une permission verbale. Ça devient un fouillis de parole contre parole et la famille se fracturera, mais ils me blâmeront de l'avoir brisé. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un carnet neuf. J'ai écrit, le dossier vérité, sur la première page. Je vais tout compiler, ai-je dit à Juno. La chronologie, les emails, la fausse adresse, cet enregistrement, les demandes de crédit, la trace de l'argent trouvé par Rowan. Je vais construire un mur de faits si haut que même eux ne pourront pas l'escalader. J'ai regardé mon ami. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix. L'anxiété des derniers jours s'était évaporée, remplacée par une clarté froide et dure. Je ne veux pas envoyer ma sœur en prison, Juno, ai-je dit. Je ne veux pas les détruire. Alors qu'est-ce que tu veux, a demandé Juno. J'ai fermé le carnet. Je veux couper le membre avant que la gangrène ne tue l'hôte, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai besoin d'une résiliation de contrat. Je vais faire en sorte qu'ils ne me demandent plus jamais, jamais un seul centime. Et je vais le faire avec leur signature sur le papier. Je me suis levé. Garde l'enregistrement en sécurité. Nous allons en avoir besoin pour le grand final. Je suis arrivé dans mon allée à 14 h le samedi. M'attendant au calme, j'avais passé la matinée à la bibliothèque, évitant la maison, évitant mon téléphone, essayant juste de respirer. Mais en tournant sur Maple Drive, je l'ai vu. Un camion de déménagement de 6 mètres était garé en diagonale sur ma pelouse. Il n'était même pas dans l'allée. Les roues arrière écrasaient mes azalées. Mon cœur martelait contre mes côtes. Pas de peur, mais d'une soudaine clarté brûlante. Ils n'avaient pas écouté. Ils n'avaient pas lu les lettres. Ils avaient simplement décidé que mon « non » était une suggestion, un obstacle à franchir avec assez de puissance et d'audace. J'ai garé ma voiture dans la rue parce que l'allée était bloquée par la camionnette de mon père et la berline de ma mère.
J'ai pris un moment. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert l'application mémo vocale et appuyé sur le gros bouton rouge d'enregistrement. Puis je suis sorti. La scène sur mon Porsche ressemblait à une opération militaire dirigée par une blogueuse de mode. Delaney se tenait près de la porte d'entrée, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et tenant un presse-papier. Elle dirigeait deux gars que je ne reconnaissais pas, probablement des main-d'œuvre payées en espèces, pointant vers la fenêtre avant. « Faites attention avec le canapé d'angle », criait-elle. « Il doit passer par les doubles portes. » Wade et Lorraine la flanquaient, agissant comme l'équipe au sol. Wade inspectait la serrure de ma porte d'entrée, secouant la poignée avec un droit agressif. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix projetant à travers la pelouse. Ils se sont tous figés. Les deux déménageurs semblaient soulagés de s'arrêter. Wade s'est retourné, le visage rouge d'effort et d'irritation. « Il était temps que tu arrives » a-t-il aboyé, essuyant la sueur de son front. « Nous attendons depuis 40 minutes. Ta mère t'appelle. Pourquoi la clé de rechange n'est-elle pas sous le paillasson ?» Il a demandé cela avec un véritable agacement, comme si j'étais l'employé qui n'avait pas ouvert le magasin à l'heure. J'ai remonté l'allée, m'arrêtant à 3 mètres du Porsche. Je tenais mon téléphone visiblement dans ma main. « Il n'y a pas de clé sous le paillasson parce que tu ne vis pas ici » ai-je dit. Et elle non plus. Delaney a baissé ses lunettes de soleil. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de frustration. « Peyton, arrête d'être dramatique. Nous avons loué le camion. Le dépôt est non remboursable. Nous faisons ça aujourd'hui pour que je puisse être installé lundi. Ouvre juste la porte pour qu'on puisse décharger le matelas. » Elle a tapoté son presse-papier avec un ongle manucuré. « J'ai un emploi du temps. Le gars du câble vient entre 15h et 17h. Le gars du câble. » Elle avait programmé les services publics pour une maison qu'elle ne possédait pas. Le niveau de délire était architectural. « Dites aux déménageurs de partir » ai-je dit calmement. « Peyton, ouvre la porte. » Wade s'est avancé, sa voix tombant dans ce grondement bas et menaçant qui me faisait me précipiter pour obéir quand j'avais 10 ans. « Ne fais pas de scène devant les voisins. Tu te ridiculises. »« Je ne suis pas celle qui est garée sur la pelouse, » ai-je dit. « Je vous demande une fois. Enlevez le camion et quittez la propriété. »« C'est la famille » a gémi Lorraine depuis l'arrière, levant les mains. Elle a commencé à pleurer instantanément. « Comment peux-tu être si froide ? Ta sœur n'a nulle part ailleurs où aller. Nous essayons juste de l'aider à se remettre sur pied, et tu restes là comme une étrangère. »« Je reste là comme un risque de responsabilité, les jeux corrigés. » J'ai fouillé dans mon sac et sorti un document plastifié. Je l'avais imprimé au bureau jeudi. C'était un avis formel du Turner Haven Trust signé par Juno Merritt en tant qu'administratrice. « Ceci est un avis formel de restriction d'occupation » ai-je dit en le tenant. Selon les statuts de la fiducie, tout résident restant plus de 3 nuits doit être contrôlé et approuvé par l'administrateur. L'administrateur a examiné la demande de Delaney Turner et l'a rejetée sur la base d'antécédents de crédit insuffisants et d'un manque de vérification des revenus. Delaney a fixé le papier, le visage tordu. « C'est faux. Tu as inventé ça. C'est ta maison. »« C'est la maison de la fiducie, » ai-je dit. Et la fiducie dit non. « Je vais casser cette serrure » a crié Delaney. Elle a attrapé une lourde pierre décorative de mon parterre de jardin et a marché vers la porte. J'emménage. Mes affaires sont sur ce camion et je ne paie pas pour les ramener. Wade ne l'a pas arrêté. Il a regardé, attendant de voir si sa crise briserait ma résolution. Je n'ai pas bougé pour l'arrêter physiquement. Je n'ai pas crié. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. Passant de l'enregistreur vocal au clavier, j'ai composé un numéro que j'avais enregistré plus tôt cette semaine. Oui. Bonjour, ai-je dit dans le téléphone assez fort pour qu'ils entendent. J'ai besoin de demander une intervention civile au 404 Maple Drive. J'ai 3 individus qui tentent de forcer l'entrée dans une résidence qu'ils ne possèdent pas. L'une d'elles menace actuellement de détruire la propriété. Delaney s'est figé avec la pierre à la main. Les yeux de Wade se sont écarquillés. « Qui appelles-tu ? » La ligne non urgente, ai-je dit en croisant son regard. Mais si elle lance cette pierre, je compose le 911. Tu appellerais la police pour ta sœur, a haleté Lorraine, serrant sa poitrine.
C'est ton sang. C'est une intruse, ai-je dit. Et pour l'instant, vous êtes complice de violation de propriété. J'ai regardé les déménageurs. Messieurs, je suis la résidente légale de cette propriété. Je ne vous ai pas engagé. Si vous déplacez des meubles dans cette maison, vous serez responsable des dommages. Je vous suggère de retourner dans le camion. Les déménageurs n'ont pas eu besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils ont regardé Wade, regardé mon téléphone et ont immédiatement commencé à retourner vers la cabine. « Attendez » a hurlé Delaney. « Ne partez pas. Je vous paie. »« Pas avec mon argent. »« Vous ne le ferez pas » ai-je dit. Wade s'est précipité vers moi, s'arrêtant à quelques centimètres de mon visage. Il respirait fort, le visage violet. « Espèce de petite morveuse ingrate. Après tout ce que nous avons sacrifié, tu penses qu'un bout de papier te rend importante? Tu détruis cette famille. La famille a été détruite quand vous avez essayé de contracter un prêt de 75 000 $ à mon nom sans demander, ai-je dit doucement. Wade a tressailli. Il a reculé comme si je l'avais giflé. La couleur a quitté son visage. Il a regardé Lorraine, qui a soudainement trouvé ses chaussures très intéressantes. Delaney a lâché la pierre. Elle a atterri avec un bruit sourd dans le paillis. Elle a regardé de l'autre côté de la rue. Madame Gable se tenait sur son porche, les bras croisés, regardant tout le spectacle. Monsieur Henderson, 2 portes plus loin, lavait sa voiture, mais il avait arrêté de frotter et regardé ouvertement. Le visage de Delaney s'est effondré. Elle a réalisé qu'elle avait un public. Et pour Delaney, le public était tout. Elle ne pouvait pas être la victime si elle ressemblait à une vandale. « Tu ruines ma vie » a-t-elle sifflé, sa voix venimeuse. Je vais le dire à tout le monde. Je vais envoyer un email à ton patron. Je vais poster sur chaque page que Arbor Crest a. Je leur dirai que tu es mentalement instable. Je leur dirai que tu as volé des fonds familiaux. Je te ferai virer. Peyton, je le jure devant Dieu. C'était une menace terrifiante. Ma carrière était bâtie sur l'intégrité. Un scandale pourrait me mettre sur la touche pendant des mois. Mais je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une froide résolution d'acier. Vas-y, ai-je dit. J'ai levé mon téléphone montrant le minuteur d'enregistrement qui tournait toujours. Dis-leur, ai-je dit. Envoie les emails. Fais les posts parce que pour chaque mensonge que tu racontes, j'ai €1 d'attache. J'ai les relevés bancaires. J'ai l'audio de toi te faisant passer pour moi au téléphone avec Apex Mortgage. J'ai les demandes de crédit. Et maintenant, j'ai un enregistrement de toi menaçant de t'introduire par effraction chez moi. Je me suis approché d'elle. Si tu contactes mon employeur, ai-je dit, ma voix basse et stable, je ne me contenterai pas de te poursuivre pour diffamation, je remettrai tout le dossier au procureur. Et contrairement à papa, le procureur se fiche que tu pleures. Delaney m'a fixé, la bouche ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé Wade pour de l'aide, mais il fixait le sol, vaincu par la mention du prêt. Il savait que je savais, et il savait que si je savais ça, je savais probablement tout. Sortez le camion de ma pelouse, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Je me suis assise à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. J'ai regardé à travers le pare-brise alors que Wade disait quelque chose à Delaney. Elle a tapé du pied, a crié quelque chose au ciel, puis a marché vers le côté passager du camion de déménagement. Wade et Lorraine sont montés dans leur voiture. Il leur a fallu 10 minutes pour manœuvrer le gros camion hors de l'herbe, laissant de profondes ornières boueuses dans la pelouse que je venais de fertiliser. Je les ai regardés partir, un convoi d'échecs. Je ne suis pas entré immédiatement. J'ai attendu qu'ils soient au bout de la rue. Puis j'ai arrêté l'enregistrement, sauvegardé le fichier sous, incident à les tentatives entrées, et les envoyé par email à Juno. Mes mains tremblaient maintenant. Enfin, l'adrénaline quittait mon système. J'ai regardé les ornières dans l'herbe. Elles étaient laides. Elles prendraient du temps à réparer, mais la maison était toujours debout. Et plus important encore, la porte était toujours verrouillée. Je ne les ai pas invités chez moi. Je ne suis pas allé chez eux. Je savais que si nous nous rencontrions sur mon territoire, ils m'accuseraient de faire la loi. Si nous nous rencontrions sur le leur, ils m'encercleraient comme des loups. Alors,
j'ai choisi un terrain neutre. Tante Moira vivait à Decatur, en Alabama, dans un petit bungalow sans poussière qui sentait le cirage au citron et le jugement. Moira était la Suisse de la famille Turner. Elle ne prenait pas parti, principalement parce qu'elle trouvait tout le monde également épuisant. Quand j'ai demandé à utiliser son salon pour une réunion de famille, elle a accepté à une condition, pas de cris, et nous devions utiliser des sous-verres. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Je n'étais pas seul. À ma gauche était assise Juno, mon avocate, ressemblant à un requin en chemisier de soie. À ma droite était assis Rowan, le jury comptable qui avait cartographié le trou noir des finances de ma famille. Et debout près de la porte se trouvait Seth, un chef de projet senior de Harbor Crest. Seth n'était ni avocat ni comptable. Il était simplement l'homme le plus ennuyeux, fiable et honnête que je connaissais. Je l'ai amené comme témoin de moralité. J'avais besoin de quelqu'un dans la pièce qui n'avait aucun intérêt dans l'affaire. Quelqu'un dont la simple présence empêcherait mes parents de prétendre que j'avais crié ou jeté des choses. Quand Wade, Lauren et Delaney sont arrivés, la dynamique a changé instantanément. Ils sont entrés en s'attendant à une intervention où ils pourraient se liguer contre moi jusqu'à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, ils sont entrés dans une déposition. Wade s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, ses yeux se plissant vers Juno. « Qui sont ces gens, Peyton ? Je pensais que nous avions une discussion en famille. »« Nous en avons une, » ai-je dit en désignant les chaises vides disposées en demi-cercle. Mais comme nos dernières discussions impliquaient une tentative d'effraction et une fraude d'identité, j'ai pensé qu'il valait mieux avoir une documentation professionnelle. C'est ridicule, a raillé Delaney, bien que sa voix soit mince. Elle portait un pull surdimensionné, essayant d'avoir l'air petite et sans défense. Tu as amené un avocat chez tante Moira. Tu es tellement dramatique. Asseyez-vous, a dit tante Moira depuis son fauteuil dans le coin. Ce n'était pas une demande. Ils se sont assis. Wade avait l'air furieux. Lauren avait l'air larmoyante. Delaney regardait son téléphone, refusant d'établir un contact visuel. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le dossier sur la table basse. Nous sommes ici pour établir une base de faits, ai-je commencé. Depuis une semaine, le récit est que je refuse égoïstement un endroit où vivre à ma sœur, que je la frappe quand elle est à terre. Aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi elle est à terre. J'ai ramassé la première feuille de papier. Chronologie, ai-je dit. Il y a 4 semaines, Delaney a demandé à utiliser mon adresse pour son courrier parce que son propriétaire était difficile. J'ai accepté. 2 jours plus tard, une enquête approfondie sur le crédit a été menée contre mon numéro de sécurité sociale par Apex Mortgage. Et alors, a grogné Wade. Tu as probablement cliqué sur un email de spam. Ça arrive. Chronologie, .2, ai-je continué, l'ignorant. Il y a 3 semaines, une demande pour une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 75 000 $ a été soumise au nom de Peyton Turner. L'email de contact était peyton.turner.official. Un compte que je n'ai pas créé. Le numéro de téléphone de contact était celui-ci. J'ai tenu une impression de la demande. Ce numéro, ai-je dit en pointant les chiffres, est le numéro secondaire indiqué sur les anciennes cartes de visite de Delaney. Celle de la ligne de bijoux qui a fait faillite en 2022. Delaney a tressailli. Je n'ai pas utilisé ce numéro depuis des années. Alors pourquoi le code de vérification pour le compte de messagerie a-t-il été envoyé dessus, a interjeté Juno. Sa voix était froide, professionnelle. Nous avons assigné les enregistrements de l'opérateur. L'appareil associé à ce numéro a borné sur une tour à Franklin, Tennessee, spécifiquement à 2 pâtés de maison de la maison de vos parents. La pièce est devenue très silencieuse. C'était juste une demande, a laissé échapper Wade, son visage rougissant. Nous vérifions juste les options. Nous n'avons pas vraiment pris l'argent. Tu fais une affaire fédérale d'un peu de curiosité. Ce n'est pas de la curiosité, Wade, a dit Juno. C'est de la fraude électronique. Tenter d'obtenir un crédit au nom d'une autre personne sans son consentement est un crime passible de jusqu'à 30 ans de prison. Lauren a laissé échapper un sanglot. Arrêtez ça. Arrêtez d'utiliser ces mots. Peyton, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne peux-tu pas juste l'aider? C'est ta sœur. Elle avait juste besoin d'un nouveau départ.
Parce que ce n'est pas de l'aide, maman. J'ai dit, sentant la vieille douleur dans ma poitrine, mais refusant de la laisser paraître. Aider, c'est déplacer des cartons. Aider, c'est acheter des courses. Prendre 75 000 $ d'équité sur ma maison n'est pas de l'aide. C'est du vol. Et si je l'avais laissé emménager, si j'avais laissé entrer cet évaluateur, cet argent aurait disparu et je me serais retrouvé à payer la facture pour les 20 prochaines années. Tu es juste jalouse, a crié Delaney en sautant sur ses pieds. Le masque de la victime a glissé, révélant la panique en dessous. Tu as toujours été jalouse parce que tu es ennuyeuse et seule. Et tout ce que tu as, c'est ton travail stupide. J'ai eu de la malchance. Le marché s'est effondré. Mes partenaires m'ont trompé. Tu es assise là avec ta cote de crédit parfaite et tu me juges. Mais tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de construire quelque chose et d'avoir le monde contre soi. Le monde n'est pas contre toi, Delaney, a dit une voix grave. C'était Rowan. Il n'avait pas parlé jusqu'à présent. Il a fait glisser une seule grande feuille de papier sur la table basse. C'était un graphique, un simple histogramme brutal avec des colonnes rouges s'élevant de plus en plus haut à chaque année qui passait. J'ai pris la liberté de compiler une comptabilité forensique des sorties de fonds de la famille Turner au cours des 4 dernières années, a dit Rowan. Il a ajusté ses lunettes. Entre la réhypothèque de la maison de Wade et Lauren, la liquidation de leurs 401K, les prêts personnels de 3 amis de la famille différents et les jugements non réglés contre les diverses LLC de Delaney, le montant total de capital qui a disparu dans ta malchance est de 240 000 $. Wade a fixé le graphique. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Il ressemblait à un homme qui avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il savait que le chiffre était élevé. Il ne savait pas que c'était $250 000. Ce n'est pas vrai, a chuchoté Delaney. C'est entièrement vrai, a dit Rowan. Et ce n'est que le principal. Avec les intérêts, vous regardez près de 300 000 $ de richesse détruite. Vous ne cherchez pas une chambre, Madame Turner. Vous cherchez un nouvel hôte parce que les précédents ont été saignés à blanc. Lauren pleurait dans ses mains maintenant, se balançant d'avant en arrière. Nous voulions juste lui donner une chance. Nous voulions juste qu'elle soit heureuse. Elle a 32 ans. Lauren, ai-je dit, tu ne la rends pas heureuse. Tu la maintiens incompétente. Tu penses que tu es si parfaite, a craché Delaney, les yeux sauvages. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Je pense que je paie mes propres factures, ai-je dit. Elle n'annule par ailleurs, a crié Wade, essayant de reprendre le contrôle de la pièce, bien que sa voix manque de sa puissance habituelle. Que tu aimes les chiffres ou non, elle est de la famille et elle est sans abri lundi. Vas-tu vraiment laisser ta sœur dormir dans sa voiture? Puis la voix du coin s'est fait entendre. Elle ne dormira pas dans sa voiture, a dit tante Moira. Elle a pris une gorgée de son thé glacé. Elle a un bail. Nous nous sommes tous tournés pour regarder Moira. Quoi, a demandé Delaney, sa voix tremblant. Tu as un bail, a répété Moira. Ou du moins tu as essayé d'en obtenir un le mois dernier au complexe sur Island Avenue. Delaney est devenue blanche pâle. Je n'ai pas, tu m'as appelé, a dit Moira à la salle, en regardant Wade. Tu m'as appelé et m'as demandé si je serais co-signataire. Tu as dit que c'était juste une formalité, alors j'ai appelé le propriétaire pour demander les conditions. Moira a fait une pause. Elle a posé son verre sur le sous-verre avec un clic délibéré. Le propriétaire m'a dit qu'il ne pouvait pas accepter la demande même avec un co-signataire. Moira a dit, parce que lorsqu'il a vérifié les antécédents de Delaney, ce n'était pas seulement une faible cote de crédit. C'était un jugement pour dommages de son dernier appartement. 12 000 $ pour avoir arraché la tuyauterie en cuivre et l'avoir vendue. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assez lourd pour écraser les os. J'ai regardé ma sœur. J'avais soupçonné des dettes. J'avais soupçonné de la paresse. Je n'avais pas soupçonné une destruction criminelle de propriété. Tuyauterie en cuivre, a chuchoté Wade. Il a regardé Delaney. Tu nous as dit que le propriétaire avait gardé ta caution à cause du chat. Delaney n'a rien dit. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise, remontant ses genoux contre sa poitrine. Elle a dépouillé l'unité, a dit Moira calmement, et elle prévoyait d'emménager dans la maison de Peyton. J'imagine que le cuivre dans les murs de Peyton vaut une bonne somme.
L'ambiance de tribunal a changé. Ce n'était plus un procès de mon égoïsme. C'était l'exposition d'un prédateur. J'ai regardé mes parents. J'ai vu la réalisation les frapper. Ils n'avaient pas seulement protégé une artiste en difficulté. Ils avaient hébergé quelqu'un qui démantelait activement leur vie pièce par pièce, tuyau par tuyau. Je ne suis pas une mauvaise personne, a sangloté Delaney. Mais c'était un petit son brisé. J'avais besoin de l'argent. J'allais le rembourser. Avec quoi, ai-je demandé. Avec l'équité de ma maison. Je me suis dirigé vers la table et j'ai pris le dossier. J'ai remis une copie de la chronologie à mon père. Je ne suis pas venu ici pour vous faire honte, ai-je dit en regardant Wade, dont les épaules étaient affaissées par la défaite. Et je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu ici pour démissionner. Démissionner, a demandé Lorraine, levant les yeux tachés de larmes. Je démissionne du poste de filet de sécurité familiale, ai-je dit. Je démissionne d'être le plan de secours. Je ne suis pas une ressource à exploiter. Je ne suis pas un fonds de retraite, et je ne suis certainement pas un distributeur automatique qui respire. Je me suis tourné vers Delaney. Tu as jusqu'à 17 h aujourd'hui pour signer un document admettant que l'adresse email et la demande de prêt étaient frauduleuses. J'ai dit que si tu le signes, je ne porterai pas plainte et nous scellons le dossier. Si tu ne le signes pas, Juno dépose le rapport de police demain matin. Peyton, a commencé Wade, mais je l'ai coupé. Ce sont les conditions, ai-je dit. Prenez-les ou je laisse le système s'en occuper. Et vous savez que le système se fiche que vous soyez de la famille. J'ai fait signe à Juno, Rowan et Seth. Nous avons marché vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'il lisait les papiers. Je savais qu'il le faisait. Les chiffres sur le graphique de Rowan étaient trop gros pour être ignorés. En sortant sous le soleil éclatant de l'Alabama, Seth a parlé pour la première fois. C'était, a-t-il dit, la réunion la plus intense à laquelle j'ai jamais assisté, et je travaillais dans les fusions et acquisitions. Ce n'était pas une réunion, ai-je dit en déverrouillant ma voiture. Le lundi matin chez Arbor Crest Compliance Solutions commence généralement par le bourdonnement de la salle des serveurs et l'odeur du café rassis. Mais ce lundi, il a commencé par une convocation. À 9h15, mon téléphone de bureau a sonné. C'était la directrice des ressources humaines. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon week-end. Elle m'a simplement demandé de venir à son bureau immédiatement et d'apporter mon ordinateur portable. J'ai marché dans le couloir, le tapis étouffant mes pas. Je savais exactement ce que c'était. Delaney avait joué son A. Dans le monde de l'entreprise, une plainte éthique anonyme est une grenade. Peu importe si c'est vrai. L'explosion seule cause des dommages. Elle déclenche des audits, gèle les promotions et tâche les réputations. Ma sœur savait que mon travail reposait sur la confiance. Elle savait que si elle pouvait me peindre comme financièrement instable ou malhonnête, elle pourrait détruire la seule chose que j'avais et qu'elle n'avait pas, une carrière. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir en face de la directrice. Elle s'appelait Sarah. Et elle avait l'air mal à l'aise. Elle a fait glisser un email imprimé sur le bureau. Nous avons reçu ceci via la ligne d'alerte externe à 3 h du matin. Sarah a dit, il prétend que vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour détournement de fonds familiaux et que vous avez commis une fraude d'identité pour dissimuler des actifs. Étant donné votre rôle d'analyste principal des risques, vous comprenez pourquoi nous devons prendre cela au sérieux. J'ai regardé le papier. L'email était signé, citoyen inquiet. Mais la syntaxe était du pur Delaney. Il utilisait des mots comme « gaslighting » et « manipulation émotionnelle », des termes qu'elle jetait comme des confettis. Il m'accusait de voler la retraite de mes parents pour acheter de l'immobilier de luxe. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai fouillé dans mon sac d'ordinateur portable et j'ai sorti une clé USB. Je m'y attendais, ai-je dit calmement. Sarah a cligné des yeux. Vous vous y attendiez ? Vendredi après-midi, j'ai téléchargé un fichier de divulgation sur le portail de conformité sécurisé. J'ai dit, il contient une chronologie d'une tentative de vol d'identité vérifiée contre moi initiée par l'auteur de cet email. Il comprend un numéro de journal de police pour une intervention civile que j'ai dû demander ce week-end et un affidavit notarié de mon avocat concernant l'utilisation frauduleuse de mon numéro de sécurité sociale par un membre de la famille immédiate. J'ai poussé la clé USB vers elle.
La personne qui a envoyé cet email fait actuellement face à des accusations potentielles de crime pour fraude électronique. J'ai continué, ma voix stable. C'est une frappe de représailles parce que j'ai bloqué leur accès à une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qu'ils ont tenté d'ouvrir à mon nom. Je ne suis pas l'auteur, Sarah. Je suis la victime qui a suivi le protocole. Sarah a regardé l'email, puis la clé USB. Elle a tapé quelque chose dans son ordinateur, vérifiant les journaux du portail, ses épaules se sont détendues. Vous avez déposé la divulgation à 16h52 vendredi, a-t-elle noté. Je respecte la règle de signalement de 72 heures pour les conflits d'intérêts personnels. J'ai dit, ma maison est en ordre. Sarah a déchiqueté l'email anonyme juste là devant moi. Je suis désolé que vous traversiez cela, Peyton. Nous signalerons cet expéditeur comme un acteur malveillant. Votre habilitation est sûre. Je suis sorti de ce bureau 10 minutes plus tard. Delaney avait essayé de brûler mon château, mais elle avait oublié que c'était moi qui avais conçu le système d'extinction d'incendie. À midi, la dynamique avait changé. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Peyton, a dit Wade. Sa voix était méconnaissable. Le baryton autoritaire et tonitruant que j'avais grandi en craignant avait disparu. À sa place se trouvait un son mince et fluet, comme un homme debout au bord d'une falaise. Peut-on parler juste 10 minutes? Pas d'avocat, pas de graphique, juste nous. Je suis au travail, papa, ai-je dit en tapant un email d'une main. S'il te plaît, a-t-il dit, c'est urgent. Nous sommes au café en bas de ton immeuble. J'ai fait une pause. Ils étaient ici. Ils avaient conduit 2 heures pour me tendre une embuscade au déjeuner, mais le ton n'était pas bon pour une embuscade. Ce n'était pas agressif. C'était terrifié. Je les ai rencontrés à la table du coin. Wade et Lorraine avaient l'air d'avoir pris 10 ans de plus que samedi. Delaney était là aussi, mais elle ne portait pas ses lunettes de soleil. Elle fixait un latte, l'air petite et vaincue. Je me suis assise, gardant ma posture rigide. Vous avez 10 minutes. Ma pause déjeuner se termine à 13 heures. Nous avons des ennuis, Peyton, a dit Wade, sautant les plaisanteries. Il a mis ses mains sur la table. Elle tremblait. De vrais ennuis. Je sais, ai-je dit. J'ai vu le rapport de crédit. Vous avez 300 000 $ de dette. C'est pire, a chuchoté Lorraine, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. La banque a appelé ce matin. Le prêt, celui que nous avons co-signé pour la boutique de Delaney l'année dernière. Il est en défaut de paiement. J'ai regardé Delaney. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise. Je pensais que ce prêt était remboursé, ai-je dit. Je l'ai refinancé, a marmonné Delaney. Pour couvrir le loyer du studio. Mais ensuite les commandes ne sont pas arrivées et j'ai manqué 3 paiements. Ils vont saisir la pension de papa. Wade m'a regardé, ses yeux suppliants. Ils appellent à la maison toutes les heures. Peyton, ils menacent de mettre un privilège sur notre propriété. Nous n'avons pas l'argent pour le mettre à jour. Nous sommes à sec. Le silence s'est étiré. Je comprenais maintenant. Le désespoir d'emménager dans ma maison, la tentative d'obtenir la ligne de crédit. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la panique. Ils essayaient de boucher un trou dans la coque d'un navire en train de couler avant qu'ils ne se noient tous. Nous ne demandons plus la maison, a dit Wade, sa voix se brisant. Nous acceptons que tu aies gagné, mais nous avons besoin de 12 000 $ juste pour mettre le prêt à jour et arrêter les appels. Si tu nous les prêtes, nous te rembourserons 50 $ par mois. Je le jure. Je les ai regardés. Ma mère qui avait permis cela, mon père qui l'avait financé, et ma sœur qui avait brûlé leurs économies comme du petit bois. Ils voulaient un renflouement. Ils voulaient que je fasse un chèque et que je fasse disparaître le bruit effrayant. Non, ai-je dit. Lorraine a halté. Peyton, s'il te plaît. Ils vont prendre la pension de ton père. J'ai dit non à l'argent, ai-je dit. Je ne vous donne pas d'argent liquide. Si je vous donne 12 000 $ aujourd'hui, vous serez de retour dans 6 mois pour demander 10 000 de plus. Vous n'avez pas un problème de liquidité. Vous avez un problème de comportement. J'ai sorti une carte de visite de la poche de mon blazer. Ce n'était pas la mienne. C'était celle de Rowan.
Je ne paierai pas votre dette, ai-je dit en glissant la carte vers Delaney. Mais je paierai pour ses services. Delaney a regardé la carte. Qui est-ce? Rowan Pike, ai-je dit. C'est un spécialiste de la restructuration financière. Il s'occupe généralement des faillites d'entreprises, mais il a accepté de prendre votre cas comme une faveur pour moi. Je n'ai pas besoin d'une restructuration, a claqué Delaney, un éclair de son ancienne arrogance revenant. J'ai besoin d'argent liquide. Tu as besoin d'un gardien, les jeux coupés. Voici le marché. Je paie les honoraires de Rowan. Tu le rencontres demain. Il passera en revue chaque centime que tu dépenses. Il établira un budget. Il te dira quoi vendre. Il te dira quel emploi prendre. Et oui, tu prendras un emploi. N'importe quel emploi, vente au détail, restauration, saisie de données. Je me fiche si c'est en dessous de ta marque. Tu travailleras et chaque chèque de paie ira sur un compte géré que Rowan contrôle pour rembourser le prêt de papa. Je ne fais pas ça, a dit Delaney en croisant les bras. Je ne vais pas laisser un étranger me dire que je ne peux pas acheter de café. C'est humiliant. Est-ce plus humiliant que l'expulsion, ai-je demandé. Est-ce plus humiliant que d'expliquer à un juge pourquoi tu as commis une fraude d'identité? Delaney s'est figé. C'est l'autre partie du marché. J'ai dit, si tu acceptes le programme de Rowan, je garde le dossier de police dans mon tiroir. Je ne porte pas plainte pour la fraude hypothécaire Apex. Mais si tu t'en vas ou si tu manques une seule réunion avec Rowan ou si j'entends un jour que tu as essayé d'utiliser mon nom à nouveau. Je me suis penché en avant. Je ne me contenterai pas de te virer de la famille, ai-je dit. Je te poursuivrai dans toute la rigueur de la loi et j'ai la chronologie pour m'assurer que ça colle. Wade a regardé la carte, puis Delaney. Il a réalisé que c'était le seul radeau de sauvetage restant. Prends la carte, Delaney, a dit Wade. Sa voix était lourde de résignation. Mais papa. Prends la carte, a-t-il crié, faisant sursauter tout le café. Nous avons fini. J'ai fini. Fais ce que ta sœur dit. La main de Delaney tremblait alors qu'elle tendait la main et prenait le carré blanc de papier cartonné. Elle m'a regardé avec une haine pure. Mais sous la haine se trouvait la peur. Elle savait que je l'avais battue. Je n'avais pas seulement bloqué ses mouvements. J'avais démantelé toute sa façon d'opérer. Rowan attend ton appel à 9 h demain, ai-je dit en vérifiant ma montre. Ne sois pas en retard. Il facture à la minute. Je me suis levé. J'ai ajusté mon blazer. Je dois retourner au travail, ai-je dit. Certains d'entre nous ont des carrières à protéger. Je suis sorti du café et je suis retourné à la lumière du soleil. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais légère. Le poids de leur chaos, que j'avais porté pendant 20 ans, était enfin officiellement le travail de quelqu'un d'autre. 3 semaines plus tard, je suis retourné à la maison à Franklin. La table de la salle à manger était dressée, mais elle ne ressemblait en rien à la célébration d'il y a un mois. Il n'y avait pas d'hortensia. Il n'y avait pas de cristal. Il n'y avait pas de champagne qui sautait ou de rire nerveux. L'air était lourd et rassis, sentant le vieux café et le regret. Ma mère, Lorraine, avait sorti un simple pain de viande, mais personne ne mangeait. Nous étions assis dans le genre de silence qui se produit généralement dans les salles d'attente d'hôpital quand le médecin n'est pas encore sorti. Je ne suis pas venu seul. Juno était avec moi. Elle ne s'est pas assise. Elle se tenait près du buffet, plaçant une épaisse enveloppe manie sur la surface en bois poli. Le bruit du papier frappant la table était la chose la plus bruyante dans la pièce. Mon père Wade a regardé l'enveloppe. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Le combat l'avait quitté. Il ne bombait pas le torse ni ne lançait de regard noir. Il fixait juste ses mains. Le dossier est complet, a dit Juno. Sa voix était professionnelle, dépourvue de chaleur. Nous avons l'analyse forensique de la demande de prêt. Nous avons les journaux d'adresse IP. Nous avons l'enregistrement vocal. Et nous avons l'affidavit du notaire qui a confirmé que la signature sur le formulaire de procuration que Delaney a essayé d'utiliser était une contrefaçon. Delaney était assise en face de moi. Elle avait l'air petite. La bravade avait disparu. Le jeu de la victime avait disparu. Elle ressemblait à ce qu'elle était,
Une femme effrayée qui avait joué à un jeu qu'elle ne comprenait pas et avait tout perdu. Nous avons un choix à faire ce soir, ai-je dit. J'ai gardé mes mains jointes sur la table. C'est la fin de la route. Soit nous résolvons cela ici en privé avec des accords juridiques contraignants, soit Juno franchit cette porte et conduit directement au bureau du procureur pour déposer des accusations formelles pour vol d'identité, fraude électronique et contrefaçon. Wade a tressailli. Il a regardé Lorraine, puis Delaney. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu regarder sa fille préférée, non pas avec adoration, mais avec horreur. Il l'a regardée comme s'il voyait une étrangère qu'il avait accidentellement invitée chez lui. Delaney, a dit Wade. Sa voix était un râle. Dis la vérité à ta sœur. Tout. Delaney a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas les jolis pleurs manipulateurs qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. C'était laid. Des sanglots haletants. C'était le son d'un mur qui s'effondrait. Ce n'était pas juste pour le loyer, a-t-elle étouffé. Je n'avais pas juste besoin d'un endroit où rester. Je sais, ai-je dit. Tu avais besoin de 75 000 $. Pourquoi? J'ai rencontré un gars, a-t-elle chuchoté. Il avait cette opportunité d'investissement. Dropshipping, produit de luxe. Il a dit que si je mettais 50 000 $, je doublerais la somme en 3 mois. J'ai emprunté de l'argent à des gens. Je n'aurais pas dû. Pour payer l'entrée. Puis le site a planté. Le gars a disparu. Les gens à qui j'ai emprunté, ils ont dit qu'ils me feraient du mal si je ne les remboursais pas avant la fin du mois. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Alors, tu as décidé de vendre ma maison pour rembourser des usuriers, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je pensais que je pouvais arranger ça, a gémi Delaney. Je pensais que si j'obtenais la ligne de crédit, je pourrais les rembourser, redémarrer l'entreprise et rembourser la banque avant même que tu ne le remarques. J'avais juste besoin de temps. Tu n'avais pas besoin de temps. J'ai dit, tu avais besoin d'un miracle, et tu étais prête à brûler ma vie pour l'obtenir. Lorraine a fait un bruit comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle a couvert sa bouche avec sa main. Elle a regardé Delaney, puis moi. La réalisation a déferlé sur son visage, lente et terrible. J'ai fait ça, a chuchoté Lorraine. Nous l'avons tous regardé. Je t'ai toujours dit que c'était bon, a dit Lorraine, les larmes coulant sur son visage. Chaque fois que tu faisais une erreur, je la réparais. Je la cachais à ton père. Je payais les contraventions de stationnement. Je faisais tes devoirs. Je te disais que le monde était injuste pour que tu ne te sentes pas mal d'échouer. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un chagrin qui semblait sans fond. Je pensais que la sauver, c'était l'aimer, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Mais je ne l'aimais pas. Je la handicapais, et je te détruisais pour le faire. C'était l'excuse que j'avais attendu 36 ans d'entendre. Et maintenant qu'elle était là, cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une tragédie. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une seule feuille de papier. Je ne vais pas payer les usuriers, Delaney, ai-je dit. Et je ne vais pas te donner une chambre. Mais j'ai parlé à Seth chez Arbor Crest. Delaney a essuyé son nez, levant les yeux ternes. La femme de Seth dirige une entreprise de logistique à Nashville. J'ai dit qu'il cherchait un répartiteur d'entrepôt. C'est l'équipe de nuit. Ça paie 18 $ de l'heure. C'est un travail dur. Tu seras fatigué. Tu t'ennuieras. Mais c'est un chèque de paie et c'est réel. J'ai glissé le papier sur la table. C'était un contrat de travail. Si tu signes ça et que tu te présentes à chaque quart de travail et que tu t'en tiens au plan de remboursement que Rowan a créé pour toi, je garderai le dossier de police dans mon coffre-fort, ai-je dit. Mais tu dois trouver ton propre appartement, un studio, une chambre dans une colocation. Je m'en fiche. Mais tu le paieras avec l'argent que tu as gagné. Delaney a regardé le papier. 18 $ de l'heure était loin du style de vie luxueux qu'elle prétendait avoir. Mais elle a regardé Juno, qui vérifiait sa montre comme si elle était prête à partir pour le poste de police. Delaney a pris le stylo. Sa main tremblait, mais elle a signé. Merci, a-t-elle chuchoté. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé le papier comme pour s'ancrer à la réalité de la chose. Je me suis levé.
J'ai fait signe à Juno. Une dernière chose, ai-je dit. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé la maison où j'avais grandi. La maison où j'avais appris à être la forte pour que tout le monde puisse être faible. La maison sur Maple Drive est maintenant titrée au Turner Haven Trust, ai-je dit. Sur le papier, je suis juste une bénéficiaire. Je ne la possède pas. J'ai ramassé mon sac à main. Mais ma vie, ai-je dit, mon temps, mon énergie, ceux-là sont à moi. Et à partir d'aujourd'hui, personne n'est autorisé à emménager dans ma vie sans invitation. Je suis sorti de la salle à manger. Je suis sorti de la maison. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. 1 heure plus tard, j'étais de retour à Huntsville. J'ai déverrouillé la porte d'entrée de ma maison. L'air à l'intérieur était frais et calme. Il sentait la lavande et la paix. Il n'y avait pas de carton dans le garage. Il n'y avait pas d'intention cachée dans la chambre d'amis. Je suis entré dans la cuisine et j'ai accroché mes clés au crochet près de la porte. Je les ai regardées longtemps. Elles n'étaient que du métal, mais elles semblaient lourdes de sens. Ce n'étaient pas seulement des clés d'un bâtiment. C'étaient les clés d'une limite. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application de messagerie. J'ai fait défiler jusqu'au groupe de discussion intitulé « Mise à jour famille Turner ». Il était plein d'années de culpabilisation, de demandes d'argent et de commentaires passifs-agressifs. Je n'ai pas tapé de message final. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement appuyé sur les 3 points dans le coin, sélectionné, quitté la conversation, et confirmé. Le chat a disparu de mon écran. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, éteint la sonnerie et écouté le beau silence vide de ma propre maison.